l'argent et le pouvoir. On les connaît, on veut plus les voir. Plus jamais elle est seule au cinéma. Pas pour le film, mais pour ceux qu'on les frappe. Parce que y a pas de honte, y a pas de honte à aimer ça. Non, 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 y a pas de honte, y a pas de honte à aimer ça. Sûrement pas, y a pas de honte, y a pas de honte, y a pas de honte. Y a pas de honte, 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 non pas de honte, y a pas de honte à aimer ça, sûrement pas, y a pas de honte, y a pas de honte à aimer ça, non pas de honte, y a pas de honte. Et puis, j'ai découvert aussi avec les travaux du Dr Hammer, parce que j'ai suivi des formations avec lui, que les choses ne sont pas aussi simples que je l'ai dit il y a quelques minutes, dans le sens où si le stress traumatique a duré trop longtemps, les processus de guérison deviennent extrêmement dangereux. C'est-à-dire que, paradoxalement, on peut mourir de son processus de guérison et de son processus de réparation d'une tumeur. Parce que si la tumeur a été trop grosse, eh bien, la quantité de bactéries qui vont attaquer la tumeur va être tellement importante que la personne risque de mourir de son processus de guérison. Et c'est là où Hammer lui-même donnait à ce moment-là des médicaments, entre autres, j'essaye de retrouver le nom rapidement de cette... je ne retrouve plus le nom du médicament qu'il donnait, pour atténuer la violence du processus de guérison. Mm-hmm. Et ça, je dirais que ça me paraît extrêmement important aussi d'alerter les gens qui m'écoutent en disant faites attention, on ne guérit pas n'importe comment du cancer. Par contre, ce dont je suis persuadé aujourd'hui, et c'est pas une opinion, ce sont des observations que j'ai faites, c'est que on peut guérir naturellement du cancer. D'ailleurs, c'est dans la littérature scientifique depuis les années 1920 où on sait que les guérisons spontanées de cancer existent. Mais ce n'est pas dans n'importe quelle condition. Mais est-ce que un système doit forcément manipuler sa population pour se maintenir au pouvoir ? Alors ça, c'est une excellente question qui a déjà été posée par des gens comme Étienne de la Boétie, comme Machiavel, mais aussi des gens plus récents comme Walter Lippmann, par exemple, qu'on connaît moins et qui a pourtant beaucoup influencé les travaux d'Edouard Bernays, le neveu de Freud. Et en fait, la question qui s'est toujours posée, c'est de savoir est-ce qu'un groupe d'humains est un groupe qui a une capacité d'intelligence en soi. C'est-à-dire que est-ce qu'un groupe de personnes qui dépasse une certaine taille est capable de s'autogérer et de prendre en main sa propre destinée? Et la réponse, c'est non. Et effectivement, mais c'est à partir de cette année-là que mon étiquette de gourou d'une secte dangereuse est apparue sur les médias.
Donc ça fait exactement 30 ans que je suis, d'après les médias mainstream, un gourou d'une secte dont je cherche toujours le premier membre. Même mes chats n'ont pas accepté de prendre leur carte de membre. Donc il n'y a personne qui est membre de ma secte. Hein. Donc voilà, je suis désolé. Mais ce qui a vraiment été intéressant, c'est la suite du repas. Parce que évidemment, j'ai coupé court à la conversation. Il restait 1 heure de repas, parce qu'on avait un repas à 7 services, je ne sais plus, on avait plein de couverts, de verres, etc. Je ne m'en sortais plus. Et puis... Et là, il était tellement déstabilisé qu'il a commencé à me parler de plein de choses que j'avais lues dans un livre qui s'appelait Les Sociétés secrètes de Jan van Helsing, qui était un des tout premiers livres qui dévoilait ce qui se passait au niveau du club de Bilderberg, la trilatérale, etc. Et là, il me dit, mais est-ce que vous croyez que les 300 familles, c'est une légende? En réalité, c'est la vérité. Et puis, vous savez, dans la Libre Belgique, qui est le journal qui, tous les jours, disait « Le roi a reçu en audience telle personne », il dit, vous savez qu'on ne met que la moitié des audiences, parce que toutes les audiences qui comptent vraiment dans la marche du monde, elles ne sont jamais publicisées dans les médias mainstream. Et en fait, toutes les décisions se prennent behind the scene, en dehors de la scène publique et en dehors de la scène politique. Et pendant 1 heure, il me racontait comment des décisions étaient prises par des grands financiers, par des banques, par des gens dont on n'aura jamais entendu parler et qui étaient les gens qui... Et pourquoi il dévoile tout ça? Alors, je n'en sais rien. Je pense, avec les connaissances en psychologie que j'ai, que le fait que je lui ai dit de façon tellement droite et tellement certaine que je ne voulais pas travailler pour le Palais Royal, ça l'a tellement déstabilisé, parce que je l'ai vu, il a commencé à trembler, et pendant 1 heure, il m'a raconté plein de choses qu'il avait sur le cœur, parce qu'en fait, c'est très lourd pour ces gens-là de garder le secret. Et la fin est absolument délicieuse, parce que on termine avec le dessert, le pouce-café, machin, etc. Et puis il me dit, mais vous savez, Monsieur Crèvecoeur, à la réflexion, je pense que vous êtes très naïf sur la marche du monde. Et je lui réponds du tac au tac, vous savez, de nous deux, le plus naïf, c'est vous. Parce que vous n'êtes qu'un pion sur un échiquier. Et si un jour on a besoin de faire sauter quelqu'un pour un scandale, vous allez sauter. Moi, je n'ai de compte à rendre qu'à mes clients. Je suis entrepreneur, je suis autonome et je n'ai de compte à rendre à personne. 1 an plus tard, il y a eu un scandale au niveau des détournements de fonds au niveau de l'immobilier. Il n'était pas nécessairement le plus coupable, c'est lui qui a sauté et il a fait 3 ans de prison. Le commandant Noël Vassen. Et je l'ai revu 5 ans plus tard, à l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle chapelle, et c'était un ami prêtre qui nous avait invités, et il était là. Je lui ai foncé dessus, je lui ai dit, colonel, vous vous souvenez de notre conversation d'il y a 5 ans où vous m'aviez traité de naïf et je vous avais dit qu'entre nous deux, il y avait un qui était plus naïf que l'autre, c'était vous. Vous n'avez pas fait 3 ans de prison dernièrement? Et il a tourné les talons et on ne l'a plus vu à l'inauguration de la chapelle. Mais ça veut dire... Mais c'est très intéressant, ça, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui, pour l'instant, sont en train de manigancer contre les populations sont des gens qui sont dans des positions extrêmement fragiles. Et c'est une espèce de compromat qui fait que tout le monde se tient par la barbichette, tout le monde est en train tout le monde sait qu'il y a des casseroles qui traînent au guêtre de chacun, et tant que personne ne parle, tout ce monde se tient. Mais il suffit que 1, 2 ou 3 personnes commencent à parler pour que d'autres tombent. Donc, ça devient les dominos, quoi. Ce sont les dominos. Ce sont des pions sur un échiquier. Et c'est pour ça que je n'ai pas peur de ces gens-là, parce que je sais à quel point ils sont fragiles. Et ça, c'est ce que Étienne de la Boétie disait il y a plusieurs siècles de cela, en disant si vous vous plaignez du pouvoir des puissants, apprenez à ne plus obéir, et ils s'effondreront. C'est terminé. Le pire, c'est que c'est aussi simple que ça, en fait. Oui. Mais les gens ne l'ont pas encore saisi. Oui. Comment ça se fait? Comment l'expliquer? Alors, dans mes travaux fondamentaux sur les jeux de pouvoir, et entre autres dans mon livre « Relations et jeux de pouvoir », ce que j'ai démontré, c'est que la peur est le lit qui permet l'apparition des jeux de pouvoir. Donc en fait, et
Où est-ce qu'il y a le plus de peur? Chaque fois que les gens perdent des repères. Lorsque nous n'avons plus de repères, eh bien, on commence à être perdu, entre guillemets, c'est le cas de le dire. Et quand on est perdu, on ne sait plus dans quelle direction aller. Et c'est là qu'on va rentrer en sidération, c'est là qu'on va se prostrer. D'ailleurs, c'est un exemple que je donne très souvent à mes étudiants. Je leur dis, imaginez que vous entrez dans une pièce complètement sombre. Vous avez les yeux bandés, les oreilles bouchées, etc. On vous met au milieu d'une pièce et puis les expérimentateurs s'en vont et on ne vous donne aucune consigne. Qu'allez-vous faire? La première chose que vous allez faire, vous allez probablement vous lever et chercher où se trouve le premier mur. À partir de là, vous allez chercher le deuxième mur, puis le troisième mur, pour savoir simplement où vous êtes. Mais si dans la pièce expérimentale, les murs commencent à bouger, parce que ça fait partie de l'expérience. C'est-à-dire que là où vous pensiez qu'un mur se trouvait, eh bien le mur n'est plus là et vous trébuchez. Ou le sol commence à avoir plusieurs niveaux. Et donc là où vous pensiez que le sol était plat, le sol commence à s'affaisser en dessous de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous asseoir au milieu de la pièce et vous allez attendre que l'expérience se termine. Parce que vous êtes tellement insécurisé, parce que les repères sont en train de changer en permanence, que vous n'allez plus rien faire. Alors, pourquoi est-ce que la peur engendre les jeux de pouvoir? C'est parce qu'à l'origine des jeux de pouvoir, il y a ce que j'appelle, moi, la volonté de contrôler l'autre. Mais pourquoi est-ce qu'on cherche à contrôler l'autre? Ça revient à la toute petite enfance. C'est-à-dire, au moment où je suis né, j'ai commencé à essayer de contrôler maman. Parce que chaque fois que mon besoin de manger, mon besoin de me nourrir, mon besoin d'être changé, mon besoin d'être touché aussi, parce que pendant 9 mois, j'ai été touché en permanence, et là, tout à coup, je me sens seul au monde, eh bien, je vais essayer de contrôler le comportement de maman pour que maman vienne prendre soin de moi. Et donc, c'est quelque chose qui est inscrit au plus profond de notre psychologie humaine. Vous voyez ? Par la suite, les parents, malheureusement, ne nous ont pas appris à identifier nos besoins et à nommer nos besoins et de dire « Mike, j'ai soif, est-ce que vous pourriez me servir à boire ?» Mais je vais essayer de le faire de façon ambiguë, de façon à vous contrôler en disant il fait quand même soif dans ce studio, etc. On boirait bien un petit verre d'eau. Est-ce qu'on ne ferait pas une pause, etc. Bon, je vais le faire de façon indirecte et implicite pour essayer de contrôler quelqu'un dans le studio qui va me servir à boire. Bon, c'est pas une demande, j'ai encore de l'eau, donc je précise. Mais c'est un exemple. Et donc, à partir de là, pour être rassurés sur le fait que nos besoins fondamentaux vont être satisfaits, nous allons essayer de nous contrôler les uns les autres. Et c'est tout simplement ça. Et plus nous sommes dans un climat de peur, plus nous avons l'angoisse que nos besoins fondamentaux soient frustrés, et plus nous allons essayer de contrôler les comportements des uns des autres. Et c'est comme ça que dans les associations à but non lucratif, avec des bénévoles, on en parlait avant l'émission, dans les associations où les gens disent « entre nous, il n'y aura pas de pouvoir, il n'y aura pas de leader, on ne va pas instaurer de règles, etc. » Eh bien, moins il y a des règles, plus il va y avoir des jeux d'influence, des jeux de pouvoir, parce que chacun essaye de se rassurer. On a pu le voir avec les gilets jaunes. Oui. Pour le coup. Oui. Oui, donc ce médicament, c'est l'hydrocortisone. Ces effets sont multiples. Mais en fait, l'effet de l'hydrocortisone, c'est que c'est un sympathicotonique, c'est-à-dire qu'en fait, il va diminuer la violence avec laquelle le processus de guérison va s'opérer. C'est-à-dire que ça va rééquilibrer le système nerveux autonome de telle sorte que la personne ne meurt pas de son processus de réparation. C'est-à-dire que du coup, l'hydrocortisone va prolonger la durée pendant laquelle le processus de guérison naturelle du cancer va se faire, mais sans que ce soit, je dirais, létal ou morbide pour la personne qui est en train de se guérir naturellement. Alors, ce qui a été génial, c'est que, bon, à l'époque, moi, je n'étais pas sur les réseaux au niveau vidéo. En 2009, c'était les tout débuts. Mais par contre, j'ai commencé à envoyer des courriels aux 5000 personnes qui étaient dans ma liste d'envoi, sauf que ces courriels étaient relayés par les gens qui me suivaient dans un tas d'associations et
ont été relayés aussi à des gens qui ont fait spontanément la traduction de mes courriels en 10 langues différentes, ce qui fait que chacun de mes courriels était lu par entre 300 et 500 000 personnes. Et grâce à ça, j'ai été contacté par un militaire canadien et un militaire français qui m'ont expliqué que dans le cadre de la crise H1N1, les militaires, depuis le mois de juillet 2009, étaient entraînés à la guérilla urbaine. Et quand je leur ai demandé, j'ai d'ailleurs filmé le témoignage du militaire canadien, puisque bon, j'étais au Québec à cette époque-là, et ils expliquaient qu'en réalité, le plan qui était prévu, c'était que l'armée boucle quartier après quartier les villes, pour que les brigades sanitaires aillent frapper à toutes les portes de maison pour vacciner de force toutes les personnes qui étaient présentes sur le territoire. Ça explique pourquoi Roselyne Bachelot a commandé 95 millions de doses de vaccins alors qu'en France, il n'y avait que 68 millions de personnes. C'est parce que tout simplement, le but, c'était de fermer les frontières hermétiquement avec l'aide de l'armée, et puis d'aller boucler les quartiers, d'aller boucler les villages, et de vacciner de force toute la population. Le même témoignage m'a été fait au Canada et en France. Et en plus, à un moment donné, j'ai une taupe qui a commencé à m'écrire depuis le cabinet de Roselyne Bachelot. Je n'ai jamais su son nom. C'était quelqu'un qui est resté tout à fait anonyme, et heureusement pour elle d'ailleurs. Mais du coup, j'avais 15 jours à l'avance l'information de ce qui était en train de se tramer au niveau de la gestion H1N1. Et c'est grâce à ça qu'avec un certain nombre de copains lanceurs d'alerte, parce qu'on était très peu nombreux à cette époque-là, on a réussi à les faire reculer. Et là, j'ai su par un général de l'armée française que à un moment donné, on était tellement présents sur les réseaux sociaux qu'ils ont craint une guerre civile et ils ont reculé et ils ont dit ce ne sera pas pour cette fois-ci que nous allons vacciner de force toute la population. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des millions de doses qui ont été inutilisées. C'est parce qu'on a eu tellement d'influence à cette époque-là qu'ils ont eu peur et ils ont reculé. Il y a aussi un élément que met en avant Corinne Lalo, c'est que les médias mainstream n'étaient pas assez arrosés d'argent à l'époque pour jouer le jeu jusqu'au bout. C'est vrai, parce que effectivement, moi qui étais au Québec, j'ai été l'invité de tous les médias mainstream, TV et radio. J'ai fait des émissions en direct en plus. Ah oui, donc on ne peut pas couper. Avec des médecins en face de moi qui étaient là comme contradicteurs. Ouais, c'est une bonne question, ça. Je ne sais pas s'il était nécessaire, parce que j'ai toujours considéré que il n'est pas nécessaire de souffrir pour évoluer, mais parfois, quand on n'est pas capable de comprendre par soi-même, la souffrance peut être un élément de choc pour le réveil d'une partie de la population. Et je dirais que, pour moi, ce qui s'est passé à partir de février-mars 2020, ça a été une superbe opportunité pour des millions de personnes d'ouvrir les yeux sur les véritables enjeux et les véritables intentions de cette élite mondiale que j'ai rebaptisée la minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Et il est clair qu'on ne reviendra jamais en arrière par rapport à ce que la société était avant 2020, mais on ne reviendra pas en arrière ni au niveau des mesures liberticides et des pertes de liberté, des pertes de pouvoir d'achat que nous avons subies, mais on ne reviendra pas en arrière non plus au niveau des prises de conscience de millions de personnes. On ne reviendra pas en arrière. Comme je l'ai dit dans mon intervention lors de l'anniversaire de Nexus, j'ai dit, vous savez, quand quelqu'un ouvre les yeux sur la réalité, il est impossible qu'il les referme. C'est-à-dire que les gens, en termes de gestion de population, on peut dire que il y a de plus en plus de gens endormis qui deviennent éveillés. Donc il y a un flux permanent de gens endormis qui s'éveillent et qui vont rejoindre le camp des éveillés. Et par contre, on ne voit aucun flux qui va du camp éveillé vers le camp endormi. C'est impossible. Une fois qu'on a vu les choses, eh bien, on ne peut pas revenir en arrière. La première fois que j'ai mangé une mangue
J'étais en Inde, c'était en 1983, je n'avais jamais mangé de mangue de ma vie. Ben, la première fois que j'ai mangé une mangue, c'était lumineux et je n'ai jamais oublié le goût de la mangue. Donc je ne peux pas faire comme si je n'avais pas connu l'expérience. Ben, c'est la même chose pour ce que nous avons vécu depuis 2020. C'est la fin du Truman Show. C'est la fin du Truman Show, exactement. C'est exactement ça. Et c'est dans ce sens-là, on pourrait dire que c'est une apocalypse, puisque en grec, apocalypse, ça veut dire la révélation de la vérité. Toute ma vie, en une phrase, c'est que effectivement, j'enseigne aux gens des outils qui leur permettent de reprendre le pouvoir souverain sur leur propre existence, sur les 3 plans de l'existence, c'est-à-dire sur le plan physique, sur le plan de leur santé physique, sur le plan relationnel, pour ne plus être manipulé et manipulable, et sur le plan spirituel, pour ne plus être dans les illusions spirituelles de la pseudo-spiritualité, des pseudo-religions, etc. Et je dirais que pour moi, c'est ça ma mission de vie. C'est de donner aux gens les outils qui leur permettent d'être autonomes. Parce qu'en fait, l'autonomie ne se donne pas à quelqu'un. On ne donne pas la liberté à quelqu'un. On donne les outils à quelqu'un pour qu'il se libère. Et donc, à ce niveau-là, je suis l'antithèse d'un gourou, bien entendu, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens disparaissent de ma vie le plus rapidement possible, une fois qu'ils ont intégré les outils que je leur ai apportés. Et simplement, ces défauts que nous avons en nous, ce que Jung appelle nos ombres, ce sont des choses qui sont des éléments de conscience qui sont cristallisés et qui ne demandent qu'une chose, c'est d'être réveillés par le regard d'amour et de bienveillance que nous pourrions avoir sur nos propres ombres pour augmenter au fur et à mesure notre niveau de conscience. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que au lieu de dire « Oh là là, j'ai des défauts dont je vais devoir me débarrasser », ce que Jung dit, c'est « Non, non, au contraire, les défauts que tu as, c'est une opportunité d'aller rechercher un bout d'inconscience que tu n'as pas ramené à la conscience. » D'ailleurs, Jung a une phrase absolument superbe que je répète souvent à mes étudiants, qui est « Tout ce que nous n'aurons pas ramené à la conscience se manifestera dans notre vie comme le destin ou la fatalité. » Et c'est vrai que tout ce que nous n'avons pas conscientisé dans notre vie, finalement, nous tombe dessus comme une tuile, et alors là, on se sent victime. Mais on se sent victime tout simplement parce que nous ne nous rendons pas compte que c'est notre inconscience qui a permis à l'autre, par exemple, de prendre du pouvoir sur nous, ou qui a permis à notre corps de se déséquilibrer et de tomber malade. C'est-à-dire que même la maladie n'est plus une fatalité à partir du moment où on est capable d'être à l'écoute consciente de tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. D'ailleurs, moi, depuis l'âge de 26-27 ans, j'en ai 64, donc si on fait le calcul, ça fait à peu près 38 ans que je n'ai plus pris une aspirine, un antibiotique, un antidouleur, un antipyrétique, rien. Et ça fait une trentaine d'années que je ne prends plus de remède homéopathique ou que je ne recours plus à l'homéopathie. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai appris à devenir conscient de ce qui se passe au niveau de mon corps. Et c'est ça pour moi la clé de l'intégrité souveraine. C'est ça pour moi la clé de cette autonomie que nous avons tous la possibilité de retrouver. Donc, c'est à ça que je consacre ma vie. Ce beau conseil. Oui, et d'ailleurs, ça, c'est encore quelque chose qui vient de Carl Gustav Jung, où Jung disait, pour qu'il y ait une véritable guérison, que ce soit physique ou psychologique, parce que Jung était très conscient des rapports entre les traumas psychologiques et les maladies physiques. Et d'ailleurs, c'est Jung qui disait « La maladie, c'est l'effort que fait le corps pour se rééquilibrer ». Donc, il était très très conscient de tout cela. Et c'est Jung qui disait « Pour qu'il y ait une véritable guérison, pour qu'il y ait un véritable changement dans notre vie, il faut 3 étapes, 3 choses. La première chose, c'est de prendre conscience. Et prendre conscience, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire uniquement ah ouais, je suis conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Non, non, c'est véritablement faire, comme je l'avais fait avec ma première femme, un travail d'investigation, d'observation et d'avoir le courage de regarder la réalité en face. Pour moi, c'est ça le travail de conscience. C'est-à-dire, je sors du déni. Énormément de personnes qui ont des problèmes physiques, psychiques ou spirituels s'enferment dans le déni parce que
regarder la réalité en face, c'est quelque chose qui est tellement insécurisant que je préfère ne pas savoir et me mettre la tête dans le sable plutôt que de regarder cette réalité qui est sombre, qui est noire, qui est inconfortable, qui est désagréable et qui est honteuse. Donc ça, c'est la première chose. Donc la conscience, c'est déjà tout un processus. Hein. C'est pas simplement, tiens, eureka, ça y est, j'ai compris pourquoi je suis malade, pourquoi j'ai des problèmes conjugaux, pourquoi ma vie n'a aucun sens, etc., et que je suis déprimé. Non, c'est véritablement toute une démarche active d'aller vers nos zones d'obscurité et d'accepter, de reconnaître et d'accepter ce qui est. C'est là où on rejoint Byron Katie qui dit « accepter ce qui est ». C'est aimer ce qui est. C'est ok, je suis un sale manipulateur, je suis un salopard de je ne sais pas quoi, d'égoïste, eh bien, je reconnais que ça fait partie de ma réalité et je l'accepte. Enfin, j'accepte le fait que ça se trouve en moi, à l'intérieur de moi. Bien, ça, c'est la première étape, selon Jung. Et selon moi aussi, du coup. Deuxième étape, c'est, bon, c'est bien d'avoir pris conscience, c'est bien d'avoir identifié, c'est bien d'avoir même fait tout ce travail de transmutation alchimique dont Jung parle dans ses travaux, mais après, ce qu'il va falloir faire, c'est poser des actes. Alors, pourquoi est-ce que Jung, et pourquoi est-ce que moi, j'insiste autant sur le fait de poser des actes, c'est parce que tant que je n'ai pas posé un acte, je n'inscris pas cela dans ma mémoire cellulaire. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, notre mémoire ne se trouve pas dans le cerveau. Hein, ça, c'est encore une des illusions qui a été battue en brèche par les neurosciences modernes. Maintenant, les neuroscientifiques le savent. La zone de mémoire ne se trouve pas, enfin, la mémorisation, le stockage, en fait, le stockage de notre mémoire se trouve dans chacune de nos cellules, au niveau de l'ADN. Ça veut dire que si nous avons 100 000 ou 100 000 milliards de cellules, eh bien, nous avons 100 000 milliards d'éléments mémoriels dans notre corps. Ce qui fait que si nous voulons changer les habitudes que nous avons eues jusqu'à présent pour changer quelque chose et pour guérir quelque chose, ben, il va falloir que je change la mémoire qui est inscrite dans mes cellules. Mais cette mémoire cellulaire, elle ne s'inscrit que lorsque je pose des actes, lorsque je parle, lorsque je bouge, lorsque j'exprime mes émotions. Et les zones du cerveau qui sont en relation avec la mémoire, ce sont simplement des zones qui ont l'adresse de nos mémoires. Mais donc, c'est simplement comme dans un ordinateur, il y a la mémoire RAM et la mémoire ROM. Bon, je sais qu'on ne parle plus de cette façon-là, mais à l'époque, donc il y a la mémoire vive et puis il y a la mémoire de stockage. Donc le stockage se trouve au niveau du corps, la mémoire vive se trouve au niveau du cerveau pour aller chercher les informations dont j'ai besoin sur le plan physique, énergétique, émotionnel, comportemental, etc. C'est toute l'épigénétique. Et donc, si je veux véritablement changer quelque chose, je dois absolument inscrire ça matériellement dans ma réalité concrète de tous les jours. Et en faisant cela, je suis en train de reprogrammer petit à petit la mémoire de mes habitudes qui deviennent de plus en plus minoritaires, alors que la mémoire de ce que je suis en train de poser comme nouvel acte devient de plus en plus majoritaire. Ce qui fait qu'on peut dire aussi que dans le cerveau, on est en train de recréer des schémas, des chemins neuronaux. Mais ça ne se passe pas uniquement là, ça se passe surtout au niveau du corps. Alors pourquoi est-ce que Jung dit il faut pas poser une seule fois l'action? Si je veux vraiment que ça reprogramme ma mémoire cellulaire, il va falloir que je persévère, c'est-à-dire il va falloir que je répète des dizaines, des centaines, des milliers de fois les nouveaux comportements ou les nouvelles attitudes que j'ai décidé d'avoir pour justement ne plus tomber dans les travers qui étaient les travers dont je ne souhaite plus qu'ils soient présents dans ma vie. Donc, changer, c'est pas quelque chose qui se fait sur un claquement de doigts. On peut dire, bon, allez, maintenant c'est décidé, je ne vais plus me fâcher sur mes enfants. Oui, d'accord, ok, ça c'est une décision que l'on prend. Mais tant que ça ne se traduit pas à travers déjà toute une analyse de pourquoi
je crie sur mes enfants chaque fois qu'ils m'énervent? Ah ben c'est parce que dans ma petite enfance, peut-être que mes parents me criaient dessus et que je n'ai jamais eu la possibilité d'exprimer mes propres émotions en tant qu'enfant. Donc finalement, quand mes enfants expriment leurs émotions, ça vient réveiller le petit enfant qui était à l'intérieur de moi, qui a été blessé, qui a été frustré de ne pas pouvoir exprimer, etc. Hein, je ne vais pas faire toute une démonstration ici, mais tant que je n'ai pas identifié, tant que j'ai pas fait une prise de conscience globale de pourquoi est-ce que je me comporte comme ça, impossible de changer de comportement. Bon, par la suite, je vais apprendre à changer de comportement. Mais je ne vais pas le faire une fois avec mes enfants. C'est tous les jours. Donc là, il va falloir que je mette en place toute une série de stratégies, de rappels pour que, petit à petit, la nouvelle attitude en tant que père de famille ou en tant que mère de famille se mette en place de façon de plus en plus naturelle. De la même façon que quand j'ai appris à conduire une voiture, au début, c'était la croix et la bannière pour synchroniser mon pied droit, mon pied gauche, le changement de vitesse, etc. Et combien de fois j'ai calé au début? Maintenant, je ne réfléchis plus jamais à ce que je fais avec une voiture. Mais c'est la même chose au niveau de nos guérisons, nos comportements de guérison. Et à force de répéter, ça devient une seconde nature et ça devient tout à fait naturel, même si ça a été appris. Ça a été acquis, ce n'est pas inné. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer n'importe quoi dans notre existence. Un grand merci, Jean-Jacques Crèvecoeur. Un grand merci aussi pour votre invitation et peut-être à une prochaine fois. Très volontiers.